étaient quand même des machines à fabriquer de la radicalisation. Qu'est-ce qui va se passer à partir de janvier ou de décembre 2010 ou de janvier 2011? On va entrevoir les limites, on va entrevoir le dépassement possible de l'autoritarisme. On le sait, ça ne va pas être simple. Je vais peut-être dire quand même les deux limites discursives des propositions que je vous ferai ce soir. Je vous dirai, pour sortir des printemps arabes, il y a deux portes de sortie. Il y a Tunis, ou bien il y a Mossoul. Mossoul, c'est encore pire que l'Égypte. Oui, on pourrait dire l'Égypte, bien sûr. On pourrait dire Tunis ou l'Égypte. Moi, je vais plus loin. L'affrontement, mais Mossoul et l'Égypte, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous avons l'affrontement de deux extrémismes, les éradicateurs contre les djihadistes, ou bien nous avons une formule plus complexe. Elle n'est pas parfaite. Plus complexe, plus inclusive, plus exigeante, qui est celle que nous voyons à l'œuvre dans la situation tunisienne. Quelle était la posture, quel était le statut des islamistes avant les printemps arabes dans le cadre de la formule politique arabe telle que je l'ai décrite? Elle n'était pas homogène. Il faut introduire quelques petites nuances. Bien sûr, la matraque n'était pas loin. Bien sûr, les institutions de la répression se substituaient aux institutions de la représentation, mais quand même être frère musulman en Égypte, c'était pas comme être frère musulman en Syrie, et c'était pas comme être frère musulman en Libye. Dans ces deux derniers pays, le seul fait qu'on puisse vous affilier à ce compartiment du paysage politique avait valeur de peine de mort. D'accord? En Égypte, au Maroc, en Algérie, c'était plus complexe, c'était plus subtil. Il y avait des espaces de négociation. Il y avait un tout petit espace frelaté, limité, cosmétique du politique. Mais il y avait quand même une petite différence. En Jordanie, au Koweït, donc le paysage n'était pas monolithique. À un extrême, je dirais, il y avait la Libye, la Syrie, où la seule appartenance au mouvement pouvait valoir une condamnation à la peine de mort. Donc en Égypte, en Jordanie, au Maroc, le système tolérait la présence des islamistes et parfois il l'encourageait pour l'instrumentaliser, puisque j'ai commencé en disant tiens, le mot islamiste c'est un mot qui fait plus de bruit que de lumière, il faut le construire à l'intérieur. Dans l'islamisme au Maghreb, en 1988, j'avais employé une formule à laquelle je tiens beaucoup. J'ai dit l'islamisme c'est pas l'émergence d'une idéologie, c'est l'expression d'un processus qui voit la totalité des idéologies politiques se reconnecter avec le territoire de la culture perçue comme héritée en droite ligne, par-delà la parenthèse coloniale, de la culture du père. J'avais dit, l'islamisme, c'est le processus qui voit le discours politique se reconnecter avec les marqueurs symboliques de la culture islamique en tant que clé de lecture absolue. Quand je dis culture islamique, je ne dis pas culture, je ne dis pas que la fonctionnalité de la culture islamique vient de son caractère sacré, je dis que la fonctionnalité de la culture islamique en politique vient de son caractère endogène. Donc quand je parle musulman, quand un acteur politique parle musulman, c'est moins le langage du sacré et du religieux qu'il utilise que le langage perçu. Nous sommes sur le terrain de l'idéologie, bien sûr, perçu comme étant homemade. Je parle un langage de chez nous et pas de chez vous. J'emprunte une terminologie dont j'ai le sentiment bienfaisant qu'elle ne m'a pas été imposée au cours de la parenthèse coloniale, mais qu'elle vient en droite ligne d'un territoire intime avant que vous y ayez fait irruption. Tout ça pour dire que quand je parle musulman, je peux faire un usage extrêmement diversifié du vocabulaire musulman.
et je vais donc avoir des postures politiques, comme disait Guetta ce matin, il a mis 25 ans pour le dire, mais c'est mieux qu'au rien. Je peux faire un usage très différencié de ce lexique. Et je peux, et là je choque mes amis musulmans quand je dis ça, je peux avec le lexique musulman faire à peu près tout l'inverse et son contraire, c'est-à-dire que je peux légitimer des postures politiques extrêmement diversifiées. Et bien donc, les régimes avaient en face d'eux des catégories d'islamistes différentes. Il y en avait qui avaient fait le pas d'entrer dans le champ politique, on va dire pour faire simple, la famille historique des frères musulmans, et il y en avait dont la marque de fabrique était de se mettre sur la figure avec les frères musulmans, sur le principe même de la non-irruption dans le champ politique. Et donc, ceux qui ne voulaient pas faire de politique, ceux qui au nom de la religion légitimaient l'aliénation politique, eh bien ceux-là, ils étaient bien vus par les régimes. Donc, nous avions, paradoxalement, en Égypte, en Jordanie, de façon très spectaculaire, ou au Maroc également, des composantes du champ islamiste qui étaient ouvertement encouragées par les régimes. Donc nous avions quand même un paysage, et on va le retrouver après, un paysage relativement diversifié de la relation entre les islamistes et les régimes. Certains compartiments des islamistes participaient à des formes de régulation institutionnelle électorale. Il y avait en Égypte, au Koweït, au Maroc, en Algérie, et il y avait eu en Tunisie, à partir de 1989, une présence islamiste dans les mécanismes électoraux. Mais j'en reste aux règles énoncées tout à l'heure, aux caractéristiques de la formule politique arabe. Il jouait un petit peu comme le hamster dans la cage. Quand on tourne à toute vitesse, ça n'a pas de prise sur le réel, ça ne change rien. Les rapports de force étaient à l'abri. Les décisions, les prises de décision étaient hors d'atteinte des humeurs de l'électorat, quelle que soit sa couleur politique. Les printemps arabes vont générer une phase d'euphorie dans l'opinion publique occidentale et dans la classe politique occidentale. On va croire que les islamistes avaient disparu. Comme je suis gentil avec mes collègues, je ne cite pas les noms de ceux qui ont dit explicitement « ça y est, c'est la fin, c'est vraiment la fin, on vous l'avait dit, on vous l'expliquait depuis 20 ans, mais ils ont vraiment disparu, il n'y a plus un seul islamiste dans le paysage ». Mais si vous avez un peu de mémoire et Google, vous pouvez retrouver des déclarations péremptoires assez étonnantes. Plus jamais dans cette région du monde, quiconque votera pour ceux qui n'étaient pas au rendez-vous de la révolution. Fermez les guillemets. Et bien d'autres. D'accord? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'il n'y avait plus d'islamistes et ils sont surgis in the middle of nowhere? Il n'y avait plus d'islamistes, certes, dans les mécanismes initiaux de la révolte populaire, mais il n'y avait pas non plus la gauche institutionnelle, il n'y avait pas non plus les syndicats, il n'y avait pas non plus les communistes. La caractéristique des sociétés arabes à cette époque, la Libye plus encore que tout autre, mais la Tunisie et l'Égypte, c'était la désinstitutionnalisation, c'était la déconnexion entre les forces politiques institutionnalisées et puis les dynamiques politiques. Donc effectivement, ce n'est pas du tout exagéré de dire ce ne sont pas les islamistes qui vont allumer l'étincelle ou qui vont capitaliser l'étincelle de la révolte tunisienne. Moi je me souviens m'être entretenu très peu de temps après avec les gens de l'ex-Harakat Ittija el-Islami devenu Nahda, les Tunisiens, qui disaient « Oh mon pauvre, c'était encore pire que tu peux imaginer ». Il y a à peine un mois, on venait de faire un rapport à nos instances centrales disant que Ben Ali était là pour 20 ans et qu'il n'y avait vraiment aucun espoir. Donc, il n'y avait pas dans les appareils politiques l'idée 5-4-3-2-1, on va lancer un mouvement révolutionnaire. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'il fallait faire ce qu'a fait le regard occidental, surestimer, surinterpréter la petite frange de la population dont on a considéré qu'elle était fondatrice d'une nouvelle composante politique du pays, alors qu'elle ne l'était pas. C'est-à-dire que les blogueurs, les gens qui étaient sur Facebook, et donc qu'on trouvait sympathiques, entre parenthèses j'y suis, c'est là que vous pouvez lire de façon plus détaillée les choses que je massacre maintenant, c'est en libre accès, on a surestimé cette présence des
de ceux dont le rôle a été de mettre en synergie les différents terroirs politiques qui allaient exprimer la contestation et qui allaient dans les urnes cueillir les fruits de l'effondrement du système. Donc très vite, les sondages, d'abord, les scrutins ont révélé que le énième déclin islamiste n'était pas arrivé comme prévu et que, au contraire, les islamistes semblaient bien émerger comme les principales forces politiques dans les urnes du printemps arabe. Puisque nous allons avoir en Égypte, ces islamistes qui avaient totalement disparu vont quand même rafler 66% des voix si on cumule les salafis avec les frères. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez, je vais simplement le commenter. La libéralisation politique va induire chez les islamistes un processus de diversification. La liberté retrouvée fait que des postures qui étaient un petit peu comprimées, qui ne s'étaient pas exprimées, l'idée que j'ai déjà énoncée, avec le lexique musulman, on peut se positionner de façon très diversifiée dans le champ politique. Le lexique musulman, on peut expliquer pourquoi il est revenu à la mode. Il est revenu à la mode pour des raisons que je considère comme identitaires, parce que les acteurs, tous les acteurs, quasiment tous les acteurs, estiment que quand ils l'utilisent, ils renouent avec le patrimoine ancestral que la trop bonne santé des catégories occidentales pendant la période coloniale avait mis à mal. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas dire, ni vous, ni moi, ni aucun analyste, qu'est-ce que ça fait à un acteur politique quand il se met à utiliser ce lexique-là. On ne peut pas dire ça le rend comme ci ou ça le rend comme ça. Là, on se trompe. Il faut aller voir sur le terrain des situations extrêmement différenciées. Et si on est à Gaza, où l'occupant israélien vous écrase la figure, à vous le sale islamiste, avec la complaisante approbation de l'environnement occidental, va sortir de votre bouche des cris de guerre. Mais si c'est dans un environnement complètement différent que vous êtes autorisé à vous exprimer en faisant référence à l'univers symbolique de votre culture ancestrale, vous n'allez pas forcément crier à mort tout le monde. Et donc il faudra à chaque fois faire l'économie de ce raccourci paresseux qui consiste à dire parce qu'ils parlent musulman, ils sont comme ci ou comme ça. Non. Avec le lexique musulman, on peut dans le champ social, dans le champ politique, légitimer des attitudes, des comportements, des stratégies substantiellement différentes. Encore une fois, si on parle musulman, on ne peut pas décider que demain matin on priera en direction de Londres. Les ibadats, ça ne va pas changer, ça va pas changer du jour au lendemain, mais les mu'amalat, la façon dont socialement on va s'approprier la croyance, elle peut faire l'objet de toutes les réappropriations, de toutes les adaptations. Et même les principes qui apparaissent les plus intangibles à ceux qui sont trop paresseux pour aller voir de près, ils peuvent évoluer. Et je prends souvent un exemple, mais c'est très grave de le faire devant des musulmans parce que je cite mal la sourate, mais disons la sourate de la polygamie dit épouser 2, 3, 4 femmes. Alors, c'est la polygamie. Et puis il y a la phrase d'après. Sauf si vous avez peur de manquer d'équité à l'égard d'entre elles. Bon, si aujourd'hui je dis le Coran, l'islam, c'est la principale, on a la polygamie.